Oubliez l'avant-match de football auquel vous vous attendiez. Ce qui débute mercredi soir à Atlanta ressemble moins à une demi-finale de Coupe du Monde qu'à un affrontement géopolitique avec un arbitre, un ballon et Lionel Messi planté au milieu. Sur Internet, beaucoup ont cessé de parler d'Angleterre-Argentine. Le surnom qui circule désormais est Angleterre-Vargentine. Et certains ont simplifié davantage Angleterre-FIFA. Après 2 semaines de décisions arbitrales, trop souvent orientées dans le même sens pour relever du hasard, difficile de reprocher à quiconque d'en arriver à ce genre de formule. Voilà pourquoi le soupçon s'est installé. L'Argentine a survécu à son quart de finale contre la Suisse d'extrême justesse et presque toutes les décisions litigieuses de ce match ont tourné en sa faveur. Au tour précédent, un but égyptien superbe avait été annulé pour une faute commise très loin du ballon. Peu avant le but victorieux de l'Argentine, une demande de pénalty à l'autre bout du terrain n'avait même pas été examinée. Furieuse, l'Égypte avait déposé une plainte officielle auprès de la FIFA. Puis, contre la Suisse, alors que les Helvètes venaient d'égaliser, l'assistance vidéo a transformé un carton jaune montré à un Argentin en rouge pour son adversaire suisse, renversant complètement le match. Même Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, l'a reconnu. Aujourd'hui, la chance était de notre côté. C'est la réalité. En remontant encore plus loin, Messi avait échappé au moindre avertissement après avoir planté ses crampons sur le capitaine algérien, un geste que de nombreux observateurs considéraient comme un rouge évident. Décision après décision, toutes les situations limites ont fini du même côté. C'est de cette répétition qu'est née la théorie qui envahit aujourd'hui les réseaux sociaux. La FIFA, qui espère tirer près de 9 milliards de dollars de ce tournoi, voudrait discrètement voir Messi sur la pelouse de la finale. Son président n'a jamais caché son admiration pour le capitaine argentin. Il avait même ouvert à l'Inter Miami de Messi les portes de la Coupe du Monde des clubs, alors que le club ne s'était pas qualifié sur ses seuls résultats. Personne n'a présenté de preuves irréfutables, et cela ne changera probablement pas. Mais quand un schéma arbitral manifeste s'ajoute à des primes colossales et à une préférence institutionnelle évidente, beaucoup de supporters cessent de parler de coïncidence et commencent à parler de scénarios écrits d'avance. C'est précisément pour cela que cette affiche inquiète la FIFA plus que tout autre. Jusqu'ici, le schéma présumé s'était produit contre le Cap-Vert, l'Égypte et la Suisse. De bonnes équipes, mais des sélections qui ne mobilisèrent pas toute la planète sportive. Cette fois, l'adversaire est l'Angleterre, nation fondatrice du football, avec plus de 15 000 supporters déjà aux États-Unis et presque toute la planète concentrée sur ce match. Si un carton rouge généreux, un hors-jeu imaginaire ou un penalty complaisant fait basculer cette rencontre vers l'Argentine, il sera impossible de le dissimuler. Ce ne sera pas une note de bas de page perdue dans un match que la moitié du monde n'a pas regardé. Chaque image sera disséquée par un public préparé, méfiant et armé de captures d'écran des 2 tours précédents. Voici donc ce qu'il faudra surveiller si le prétendu scénario réapparaît mercredi, car le tournoi en a déjà dévoilé toutes les ficelles. Un but anglais annulé pour un hors-jeu si infime qu'une ligne tracée au millimètre est seule capable de le détecter. Un deuxième jaune inutile qui réduit l'Angleterre à 10 au moment où elle prend le contrôle. Un pénalty léger accordé d'un côté ou un pénalty incontestable refusé de l'autre, suivi d'une contre-attaque argentine étonnamment fluide. Rien de tout cela ne serait nouveau. Chacun de ces scénarios a déjà frappé une équipe dans ce tournoi. Passons à la version plus honnête, car la présenter comme le bien absolu contre le mal absolu ferait complètement fausse route. L'Angleterre n'est pas non plus une victime innocente. Elle aussi a bénéficié d'un coup de chance pour atteindre ce stade. En quart de finale contre la Norvège, l'égalisation de Jude Bellingham est intervenue quelques instants après que le ballon a semblé toucher un câble de caméra suspendu au-dessus du terrain. Si ce contact avait été confirmé, le jeu aurait dû être immédiatement arrêté. Le système automatisé de suivi de la FIFA n'a détecté aucun contact. Le but a donc été validé et la Norvège est rentrée chez elle, furieuse. Même le sélectionneur anglais, Thomas Tuchel, l'a reconnu sans détour. Aujourd'hui, nous avons eu de la chance.
L'Angleterre a donc elle aussi inscrit sa propre polémique dans cette compétition. Ce n'est pas un héros sans tache venu terrasser un méchant. Un deuxième point mérite d'être rappelé, et il est essentiel. À la lettre du règlement, presque toutes les décisions contestées en faveur de l'Argentine pouvaient se défendre. L'attaquant suisse semblait réellement avoir exagéré le contact ayant conduit au carton. La faute sifflée contre l'Égypte était bien une faute selon les lois du jeu, même si l'action s'était poursuivie très loin de l'endroit où elle avait été commise. Une décision techniquement juste n'est pas une décision truquée, même lorsqu'elle paraît profondément injuste vue de l'extérieur. La distance peut également déformer le récit. Roger Bennett, présent dans le stade lors de la victoire argentine contre l'Égypte, a décrit l'atmosphère comme l'une des expériences les plus fortes qu'il ait vécues dans une enceinte américaine. Une joie presque spirituelle, des inconnus qui s'embrassaient, Messi en larmes. À la télévision, la même séquence ressemblait à une injustice se déroulant en direct. Sur place, apparemment, elle ressemblait à de la magie. L'explication la plus honnête est dès qu'il s'agit moins d'un véritable complot pour fixer un score que de l'inconstance chronique de la FIFA, combinée à une fascination institutionnelle bien réelle pour les adieux de Messi. Il n'existe aucune preuve solide de manipulation. Il existe seulement une instance dirigeante qui a tellement épuisé son capital de confiance qu'on ne lui accorde plus le bénéfice du doute sur quoi que ce soit. Et c'est là que les supporters neutres devraient se réjouir. Le prétendu scénario pourrait finalement ne rien changer. L'Angleterre est assez forte pour gagner uniquement par le football, sans faveur extérieure. Tuchel est seulement le 4e sélectionneur anglais à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, après Alf Ramsey, Bobby Robson et Gareth Southgate. Il a construit son équipe autour de 2 des joueurs les plus marquants de tout le tournoi. Harry Kane et Jude Bellingham ont chacun inscrit 6 buts en 6 matchs, un total que seuls Messi et Kylian Mbappé, dépassant parmi les équipes encore en lice. Mais il ne s'agit pas seulement de statistiques, l'organisation de l'équipe compte aussi. Kane décroche pour attirer les défenseurs centraux hors de leur zone et participer à la construction, obligeant la défense argentine à prendre des décisions inconfortables. L'Angleterre accélère ensuite sur les ailes en faisant tourner Bukayo Saka, Anthony Gordon, Noni Madueke, Marcus Rashford et Eberechi Eze, avec des jambes fraîches à chaque match, tandis que Bellingham surgit tardivement dans la surface comme un missile guidé. Cette équipe ressemble à une machine conçue sur mesure pour exploiter précisément la faiblesse affichée par l'Argentine depuis le début des matchs à élimination directe. Car il ne faut pas s'y tromper, cette Argentine peut être battue et ses failles sont évidentes. Tous ses adversaires ont ouvert sa défense. Le Cap-Vert s'est créé des espaces. L'Égypte a marqué contre elle un candidat sérieux au plus beau but du tournoi. La Suisse a sans cesse trouvé des espaces dans son dos. Scaloni a lui-même reconnu que son équipe avait actuellement du mal à enchaîner 5 ou 6 passes. Elle abandonne ses avantages sans grande résistance et arrive à bout de force après 2 prolongations, une fin de match suffocante et 3 marathons successifs à élimination directe. Son capitaine de 39 ans est lui aussi sur la réserve. Messi n'a pas marqué contre la Suisse, une première en 10 matchs de Coupe du Monde. Si l'Angleterre presse cette défense fatiguée et perméable avec son énergie et sa vitesse, elle peut gagner proprement et renvoyer tout le récit de la Argentine à la porte de la FIFA. Mais enterrer l'Argentine serait insensé. Quand un match ne tient plus qu'à un fil, elle reste l'équipe la plus expérimentée et la plus froide encore en compétition. Rien ne semble l'ébranler. Elle a perdu son rythme, mais continue de gagner parce qu'elle possède 2 éléments qui ne s'enseignent pas et ne s'achètent pas, Lionel Messi et un groupe capable de créer quelque chose à partir de rien. La frappe lointaine de Julian Alvarez contre la Suisse et la tête d'Enzo Fernandez contre l'Égypte sont arrivées au moment où la tension devenait insoutenable. Quand le score est nul et que tout paraît bloqué, un joueur en bleu et blanc finit souvent par produire un éclair de génie. Il ne faut pas sous-estimer l'élan émotionnel de cette Argentine. Tout un pays poursuit ce qu'il appelle la dernière danse de Messi, sa Coupe du Monde d'adieu. Il va affronter l'Angleterre pour la première fois de sa carrière,
Après avoir manqué pour suspension leur seule rencontre récente, il a simplement déclaré aux journalistes « Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer contre l'Angleterre ». L'équipe a même demandé et obtenu de ressortir son ancien maillot extérieur bleu, celui qu'elle portait en battant les Anglais en 1986, puis en 1998. Les Argentins croient à la Kabbala, leur mot pour désigner les superstitions du football, et beaucoup pensent que les dieux du jeu doivent à Messi un dernier rendez-vous avec le destin. Venons-en maintenant à ce qui a réellement débordé du sport pour entrer dans la diplomatie. Cette affiche dépasse une simple rivalité footballistique, car elle reste plongée dans l'ombre de la guerre des Malouines, les Falklands pour les Britanniques et les Malvinas pour l'Argentine. Cette semaine, le ministre argentin des Affaires étrangères, Pablo Quirno, a réaffirmé la revendication de son pays sur ce territoire administré par le Royaume-Uni, qualifiant le contrôle britannique d'occupation illégitime et déclarant que le temps ne pouvait transformer une occupation en souveraineté. Quirno appartient au gouvernement du président Javier Milei, économiste libertarien qui répète que les îles étaient, sont et seront toujours argentines. Sa vice-présidente, Victoria Villarruel, est allée encore plus loin récemment en invitant les habitants britanniques de l'archipel à retourner tout simplement en Angleterre. Downing Street a répondu fermement que la souveraineté sur les Falklands ne se discute pas, Slambé, en rappelant le référendum organisé sur les îles, au cours duquel 99,8% des habitants ont voté pour rester un territoire britannique. Le gouvernement argentin rejette ce scrutin comme illégitime, estimant que la population a été artificiellement installée par ce qu'il appelle la puissance occupante. Cette tension politique s'est directement invitée dans le vestiaire. Après leur victoire contre la Suisse en quart de finale, les joueurs argentins ont été filmés chantant un refrain sur les Malouines et promettant de gagner le tournoi pour les Malvinas, pour Diego et pour la dernière danse de Léo. Il fait écho à un autre chant qui accompagne l'équipe depuis le début. El que no salta es un inglés, autrement dit, celui qui ne saute pas est anglais. La guerre de 1982 a duré 74 jours et fait plus de 900 morts. Elle a injecté une amertume réelle et durable dans chaque confrontation entre l'Angleterre et l'Argentine. Voilà pourquoi le but de la main marqué par Diego Maradona contre les Anglais en 1986 a représenté bien davantage qu'un simple moment de football pour les Argentins. Maradona écrira plus tard qu'il préférait ce but illégal à tous ses chefs-d'œuvre parce que le marqué contre l'Angleterre revenait, selon ses mots, à voler le portefeuille des Anglais. Ici, l'histoire s'empile sur l'histoire. Ce sera la 6e confrontation entre l'Angleterre et l'Argentine en Coupe du Monde, mais la première en demi-finale et leur premier match, toutes compétitions confondues depuis plus de 20 ans. Tout remonte à 1966, lorsque le capitaine argentin Antonio Ratín avait été expulsé à Wembley et avait refusé de quitter le terrain lors de ce que les tabloïds anglais avaient appelé le vol du siècle. Ratín est mort récemment à l'âge de 89 ans et les joueurs argentins ont porté un brassard noir en sa mémoire lors de leur dernier match. Cette rivalité porte aussi le souvenir du carton rouge de David Beckham en 1998, puis de son penalty rédempteur 4 ans plus tard. Rares sont les affiches sportives qui concentrent 6 décennies de tension comme celle-ci. Les autorités américaines se préparent aussi aux conséquences concrètes de cette tension. Plus de 15 000 supporters anglais sont déjà aux États-Unis et de légères échauffourées entre Anglais et Argentins ont éclaté à South Beach, à Miami, dans les jours précédant le coup d'envoi. En Géorgie, la sécurité se préparerait à d'éventuels points chauds autour d'Atlanta avant et après le match de mercredi. Parallèlement, l'administration du président Trump, qui avait créé il y a plus d'1 an un groupe de travail spécial de la Maison-Blanche pour cette Coupe du Monde, est restée étroitement associée au tournoi. Trump avait prédit que l'événement gagnerait précisément en intensité grâce aux tensions politiques entourant les villes hôtes et les nations rivales. Cet enchevêtrement de politique, de diplomatie et de sport explique en partie pourquoi les commentateurs américains décrivent les dernières semaines de ce mondial
comme aussi chaotique hors du terrain que passionnante dessus. Pour comprendre pourquoi l'Argentine joue avec ce mélange particulier de talent éblouissant et de dureté cynique qui rend ses adversaires fous, Jonathan Wilson a décrit un jour son football comme celui de la rue, où l'on apprend à se protéger parce qu'il n'y a pas de professeur avec un sifflet. Cette formule saisit l'âme de cette équipe, qui va maintenant heurter de plein fouet la détermination anglaise sur la plus grande scène sportive. Au-delà de la politique, plusieurs duels individuels devraient décider du match. Le plus évident consiste à trouver comment contenir Messi. Il n'est plus le joueur capable de couvrir toute la longueur du terrain comme il y a 10 ans et se met parfois en retrait pour économiser son énergie. Mais il reste l'homme le plus dangereux au monde dans les 30 derniers mètres. Le milieu et les latéraux anglais devront choisir entre un marquage individuel direct et la confiance dans leur organisation, car lui laisser un seul mètre revient à inviter la sanction. L'Argentine fait face au problème inverse. Comment contrôler le duo Kane-Bellingham avec une défense aussi étirée et épuisée? Reculer pour protéger une arrière-garde fragile offre à l'Angleterre le ballon et le territoire qu'elle recherche. Remonter pour resserrer le jeu ouvre exactement les espaces dans le dos de la défense où Bellingham excelle. Scaloni ne dispose d'aucune réponse confortable, et c'est précisément pour cela que les Anglais croient en leur chance. Au milieu, la jeunesse et l'énergie de l'Angleterre, face au sang-froid forgé par les combats de l'Argentine, résument presque toute la rencontre. Les milieux argentins, rompus aux ruses du jeu, réussiront-ils à ralentir le tempo, ou les Anglais finiront-ils simplement par les épuiser sur la pelouse d'Atlanta? Un autre feuilleton mérite d'être suivi dans le camp anglais, car il pourrait souder le groupe ou le fissurer au pire moment. Après la victoire contre la Norvège, Tuchel a publiquement critiqué la performance de son équipe et l'a qualifiée de chanceuse. Bellingham, auteur de 2 buts ce soir-là, a mal pris la remarque et a répondu par une pique, demandant si son entraîneur savait seulement ce que signifie affronter des adversaires du plus haut niveau, allusion à la carrière de joueur relativement modeste de Tuchel. Le sélectionneur devra apaiser cette tension avant le coup d'envoi, car une Angleterre divisée dans la fournaise d'Atlanta est exactement ce dont rêve l'Argentine. Alors, que se passera-t-il réellement mercredi? Si tout se joue à 11 contre 11 et si l'arbitrage reste totalement en dehors du récit, l'Angleterre a une vraie chance, peut-être même supérieure à 50%. Elle est plus fraîche, traverse une période exceptionnelle et son plan tactique correspond presque parfaitement aux faiblesses d'une défense à bout de force. Sur la seule valeur footballistique, l'avantage penche légèrement vers les Anglais. Mais l'Argentine possède Messi, un calme sous pression qu'on ne fabrique pas, et cette habitude de trouver un résultat, aussi désordonné soit-elle, grâce au génie ou, diraient ses détracteurs, à un coup de sifflet favorable. La grande question qui plane sur ce match n'est donc pas tactique. Le résultat sera-t-il vraiment autorisé à se décider uniquement sur la pelouse? N'oublions pas ce qui attend le vainqueur. Celui qui sortira de cette demi-finale à Atlanta gagnera sa place pour la finale du 19 juillet au MetLife Stadium, face à la France ou à l'Espagne, les 2 équipes les plus complètes encore en lice, qui s'affronteront la veille dans l'autre demi-finale. Pour l'Angleterre, c'est la porte vers une première finale de Coupe du Monde depuis son sacre de 1966. Un rendez-vous qu'un pays entier attend depuis 60 ans de quasi-exploits et de désillusions. Pour l'Argentine, c'est une étape de plus vers des adieux où Messi partirait avec 2 titres mondiaux consécutifs, mettant fin au dernier débat sur sa place parmi les plus grands joueurs de tous les temps. Les enjeux sont immenses, et c'est précisément ce qui rend chaque question arbitrale encore plus brûlante. Une seule décision controversée ne déterminerait pas seulement l'issue d'un match, elle déciderait laquelle de 2 grandes nations de football obtiendra sa chance d'entrer dans l'histoire, et laquelle rentrera chez elle avec une vie entière de regrets et de « si seulement ». Voilà la pression qui reposera sur les épaules de l'équipe arbitrale choisie par la FIFA, et nul doute qu'elle en ressent déjà tout le poids. Le coup d'envoi est prévu à 15 heures, heure de la côte Est, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Soit l'Angleterre se montre assez grande et assez forte pour briser net le prétendu scénario,
en gagnant si largement qu'aucun coup de sifflet ne pourrait sauver son adversaire. Soit le schéma survit encore un tour face à l'équipe la plus suivie du tournoi, et les accusations contre la FIFA prennent une ampleur explosive. Aucune issue discrète n'est possible. D'une manière ou d'une autre, c'est le match vers lequel toute cette Coupe du Monde semblait avancer, sur le terrain comme bien au-delà.